Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Quizy, toujours pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision et ailleurs encore. Notre invité ce matin n'est autre que Olivier Ness, le colonel, le patron des pompiers ici à Mayotte. Colonel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux auditeurs. Comment ça va bien ce matin ? Très bien. Merci beaucoup. C'est tout pour cette émission. Mais non, il fallait bien rigoler un petit peu, évidemment. Olivier Ness, ça me fait très plaisir de vous recevoir sur ce plateau parce que je crois que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas reçu en personne. Vous êtes venu sur ce plateau, bien évidemment, mais que je n'ai pas pu vous recevoir en personne. Et donc, j'ai gardé toutes mes questions pour aujourd'hui. Il va y en avoir un paquet. Il va y en avoir un gros paquet, Olivier Ness. Allez, on redevient sérieux. Première question, un décret qui est sur le point de sortir, ou qui est sorti en métropole, qui donne la possibilité de réquisitionner des hélicoptères pour éteindre les feux. Est-ce que ce décret peut s'appliquer à Mayotte ? Alors, au niveau des moyens aériens nationaux, oui, on connaît la flotte, on connaît le contexte de l'utilisation. Oui. Et il est nécessaire sur ces méga-feux d'utiliser des moyens aériens supplémentaires. Et donc ce décret propose effectivement de pouvoir solliciter les compagnies privées, les moyens privés, à partir du moment où ces moyens aériens à voilure tournante permettent et ont la capacité technique pour pouvoir intervenir. Sur Mayotte, nous n'avons pas de feux de forêt réels, mais nous avons énormément de feux de brousse que nous traitons aujourd'hui à pied, au sol, de façon terrestre. On l'a vu encore il n'y a pas si longtemps que ça, avec des feux de roseaux, je crois, encore, tout à fait, régulièrement. Régulièrement, et nous avons une progression d'année en année. Et, il faut préserver les forêts, et à Mayotte, la forêt primaire et tous ces espaces endémiques qu'il faut préserver. Nous sommes en train de travailler avec la compagnie qui s'est installée à Mayotte et qui assure le transport sanitaire du SAMU. Oui. Nous sommes en train de travailler sur cette possibilité, au travers d'une convention, de faire appel à leurs services pour les années à venir. On a les moyens, Olivier Ness, de lutter aujourd'hui si jamais on avait un vrai grand feu de brousse. Vous parlez de notre forêt primaire qu'il faut protéger et vous avez raison. Est-ce qu'aujourd'hui, si on avait un feu énorme, peut-être pas de l'échelle de ce qu'on a pu connaître dans le sud-ouest de la métropole, mais quand même, est-ce qu'on aurait les moyens de combattre ce feu ? La grande différence, c'est le feu lui-même. Ici, on appelle ça des feux de brousse. C'est essentiellement la strate herbacée et la première strate arbustive qui se consume. Oui. Et c'est un phénomène lent, une progression lente. Donc plus facile à maîtriser. Plus facile à maîtriser. D'accord. L'accès au massif forestier est compliqué ici parce qu'il n'y a pas d'aménagement de pistes et autres. Et c'est une volonté de ne pas désagréger plus encore les massifs et l'accessibilité à ces massifs. Et donc, pour nous, sapeurs-pompiers, il a fallu que nous nous adaptions avec des techniques qui sont connues, qui sont utilisées sur l'ensemble du territoire français, mais plus encore à Mayotte, en dehors des véhicules qui sont adaptés, nous avons du personnel qui est formé pour pouvoir intervenir avec des moyens je dirais humain. C'est-à-dire on grimpe, les hommes sont équipés de ce qu'on appelle un gilet saut-pompe. C'est un gilet, une réserve d'eau. Ils partent avec une trentaine de litres et la petite lance à main, comme les pulvérisateurs à l'époque. Les battes à feu, les râteaux riches. Donc c'est un ensemble de matériel. Et ils peuvent intervenir. Et je dois saluer le travail parce que les conditions climatiques de Mayotte ne sont pas celles de la métropole, même en été. C'est clair. Et bien, nos hommes et nos femmes qui interviennent le font avec courage et abnégation. Et on arrive à maîtriser. La plus grande surface qu'on a eue à Mayotte, elle était de l'ordre de 20 hectares réels. Et aujourd'hui, on a une lisibilité sur notre capacité d'intervenir. Ouais. Alors, il y a d'autres feux, d'autres incendies, parce que la mission des pompiers, c'est pas que le feu, mais on aura l'occasion d'en parler un autre jour. Là, aujourd'hui, on parle vraiment de l'incendie, du feu. C'est les bangas. Les bangas, encore, pas plus tard que hier ou avant-hier, pas plus tard qu'encore que ce matin, des incendies, ou il y a quelques jours, des incendies se déclarent dans les bangas, souvent
un matelas qui prend feu, une bouteille de gaz, ça fait des victimes, et souvent des enfants. Et l'accessibilité à ces bangas, mais ça fait bientôt 20 ans que je suis ici, j'entends toujours la même chose, c'est toujours aussi compliqué d'y accéder. Comment vous faites? Alors, tout d'abord, vous rappelez qu'en France, on a une réglementation en matière de construction. Ouais. Toutes les constructions qui sont faites dans les règles de l'art, il n'y a pas trop de soucis, hormis quand on rentre dans cette problématique des gens qui sont obligés de se protéger. Vous vous rappelez, il y a quelques années, du côté de la guinguette, à Zunzu, là-bas. À Zunzu, eh bien, à cause des grilles. Ben oui, on pose des grilles, on s'emprisonne et à un moment donné, on est face à notre propre... Alors, juste pour que nos auditeurs comprennent, Olivier, en 2 mots, il y a eu un incendie dans une maison et les habitants de cette maison n'ont pas pu sortir de cette maison parce qu'ils étaient derrière des grilles. Des grilles qu'ils avaient pu mettre parce qu'ils avaient peur de se faire cambrioler. C'est ça l'histoire et ces pauvres hommes sont décédés. La chose concernant les bangas, ces constructions illégales qu'on voit fleurir pratiquement partout maintenant sur l'île, qui n'ont aucune règle de sécurité, dont on ne connaît ni la superficie, ni le nombre d'habitants, ni la capacité, et encore moins la structure et la réglementation en matière de gestion de l'électricité, etc. Donc on se retrouve souvent confronté à des feux de bangas, comme l'autre jour où c'est la maman qui est à l'extérieur, voit tout d'un coup son banga, de la fumée qui sort, et puis le temps d'intervenir, elle n'a pas pu sortir son bébé, et on se retrouve avec une situation très compliquée. Le bébé est décédé. Le bébé est décédé. Nous avons un autre feu dernièrement, d'une construction d'un banga sur le toit d'une maison, avec une population... Un banga construit sur le toit d'une maison en dur. Tout à fait. Incroyable. Et une population qui y vit, et donc on se retrouve confronté à ces problématiques. On adapte. Mais comment vous vous adaptez? Comment c'est possible? On adapte. Nos sapeurs-pompiers interviennent avec du matériel normalisé, et aujourd'hui on se dote en plus d'un matériel spécifique qui est des pompes haute pression sur des véhicules de type VL en 4 roues motrices, parce que l'accessibilité est aussi compliquée. De nuit, c'est encore pire avec les voitures qui sont garées, pas de façon anarchique, mais il faut bien se garer pour rentrer chez soi. Et donc, difficulté d'accès, on a ce moyen aujourd'hui qui nous permet d'intervenir avec l'appui des engins lourds derrière et de pouvoir faire une première action qui... Donc c'est des grands tuyaux qui remontent jusqu'au banga. C'est des petits tuyaux. Ouais, mais enfin très longs. C'est des petits tuyaux. On a là aujourd'hui, sur ces moyens, on a 150 mètres de tuyaux de type nettoyeur haute pression, pour ne pas citer la marque. Mais voilà, ce sont des tuyaux qu'on peut tirer sur 150 mètres et puis ça nous permet d'avoir une première approche, surtout pour faire de l'extraction de personnes qui pourraient être prises au piège. Toutefois, le temps que l'on met pour accéder, souvent compliqué, dans des dédales de ruelles ou de passages, et ça nous pose énormément de problèmes. Alors, on a parlé, vous avez parlé de ce bébé qui est décédé, mais il y a aussi toutes ces vies que vous sauvez. Celle-là, on n'en parle jamais parce que c'est comme si c'était normal. Or, quasiment à chacune des sorties, je parle du feu, souvent vous sauvez des vies. Et ma question qui arrive, elle est toute simple. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'il y a encore des jeunes ou des gens qui vont caillasser, s'en prendre physiquement à nos sapeurs-pompiers, à nos pompiers tout court, alors qu'ils sont là pour nous sauver? Comment vous l'expliquez? Depuis quelque temps, nous sommes en concertation les uns avec les autres. C'est le sapeur-pompier qui va sur le terrain qui a besoin de s'exprimer. On est agressé. Est-ce que c'est l'uniforme? Est-ce que c'est un phénomène de changé? C'était pas le cas il y a 15 ans. On respectait les pompiers. Mais c'est sur l'ensemble de la métropole. Alors c'est peut-être un peu plus présent à Mayotte. Comment faire aujourd'hui pour ne plus être caillassé, pour ne plus être victime de ces agressions physiques, verbales, et
qui nous plombe notre parc matériel, parce que le matériel caillassé, le temps de le réparer, c'est du matériel qui n'est pas utilisable. Comment faire aujourd'hui? C'est compliqué, mais s'adresser à cette population et leur dire simplement, à chaque fois que vous nous caillassez, c'est votre propre vie. Parce que si les sapeurs-pompiers ne peuvent pas intervenir, le jour où vous en avez besoin, c'est vous qui serez un problème, qui aurez un problème. Votre mère, votre soeur, votre fille, vos proches. Si on ne peut pas intervenir, eh bien vous entravez la bonne marche des secours pour préserver la vie humaine. Bien sûr. Il faut qu'on arrive à adapter notre politique de communication, et on y travaille avec l'ensemble des sapeurs-pompiers de Mayotte, de telle façon, et les autorités évidemment, de telle façon à ce que l'avenir nous laisse travailler avec sérénité et que la problématique du caillassage s'estompe avec le temps et la compréhension de ces jeunes, parce que c'est essentiellement des jeunes qui nous caillassent. Alors, on vous voit, vous, personnellement, de plus en plus, non pas sur le terrain, vous y êtes souvent sur le terrain, mais sur des terrains où on ne vous attend pas. On s'est croisés il n'y a pas si longtemps que ça, c'était à l'occasion d'un concert où vous deviez donner aussi un avis, parmi d'autres, un avis sur les conditions de sécurité, et on peut comprendre l'intervention et les conseils donnés par les pompiers. En revanche, on vous voit, et là pas forcément vous, mais les pompiers un peu moins, sur les plages pour surveiller, hop là, j'ai un peu laissé mon téléphone allumé, pour surveiller les plages et les lieux de baignade. Ça existe en métropole. Nos pompiers arrivent à surveiller certaines plages. Ici, c'est pas encore le cas. Ça deviendra le cas quand? Alors, il va falloir, parce qu'il y a des gens qui se noient. La police des plages est du ressort du maire, oui, dans la bande des 300 mètres. Et donc, c'est aux mairies de prendre l'initiative de mettre en place une surveillance au niveau des plages. Et les sapeurs-pompiers ne sont pas les seuls à pouvoir prétendre à ça. Il faut qu'il y ait une demande de la part des mairies. Et à ce moment-là, les sapeurs-pompiers proposent de mettre en place un service de sécurité. C'est-à-dire c'est une prestation, en fait. Mais ça peut être très bien la SNSM, ça peut très bien être des unités... Mais est-ce qu'on est prêt chez les pompiers? Si demain, telle mairie demande aux pompiers une prestation pour surveiller une plage, est-ce qu'on a les ressources? On aura les ressources. On aura les ressources. On aura les ressources, parce qu'aujourd'hui, au niveau maritime, oui, les sapeurs-pompiers de Mayotte sont dotés d'un certain nombre de matériel. On complète ce matériel par des moyens. D'ailleurs, très prochainement, on aura un jet ski du côté de Aqua pour assurer la recherche de victimes sur les plages alentours et les îlots, Psaboro, etc., essentiellement émanant des couassas sanitaires. Et ces sapeurs-pompiers sont formés pour pouvoir assurer une sécurité maritime, ne font pas le travail que doivent faire toutes les entités qui sont prévues à ça. Bien sûr. Parce que nous, on est essentiellement sur la bordure littorale, dans la bande des 300 mètres. Et donc, si demain, une mairie pense ouvrir des postes de secours sur des plages pour les sécuriser, eh bien, les sapeurs-pompiers feront le nécessaire pour y répondre. Les grands projets pour 2023, parce que je ne pense pas que je vous reverrai d'ici la fin de l'année, les grands projets pour 2023 pour les pompiers en termes d'investissement, évidemment, il y a ces constructions dont il faudra évidemment parler, mais en termes de matériel. Alors, aujourd'hui, donc, hormis la réception de la caserne de Petite-Terre, oui, qui ne saurait tarder, oui, on vient d'attaquer les travaux de construction de la caserne de Kahani. Enfin. Et oui, enfin, mais ça se fait, avec une réception prévue en septembre 2024. Ouais. Donc les travaux avancent. Vous allez voir... C'est pas du luxe, hein. C'était pas du luxe. Hein. Il fallait cette caserne. Mais vous savez, toutes les constructions qui ont été faites, si on rappelle l'historique, ouais, en 2008, il y avait 2 casernes. En 2010, on a construit avec mon prédécesseur, ouais, on a construit, alors si je dis on, c'est parce que j'étais son adjoint à l'époque, ouais, on a construit quand même
toutes les casernes qui existent aujourd'hui, en récupérant des modulaires de l'éducation nationale. On a construit Kahani, Chirongi, le CTA Codis au niveau de la caserne de Kawini. On a fait l'acquisition de Kinga pour l'état-major. La Petite Terre se construit. On a Kahani qui est en cours de construction avec une école régionale qui sera ouverte avec un vrai simulateur de feu qui est unique sur la région océan Indien, quand même, il faut le souligner. On vient de faire l'acquisition d'un simulateur de conduite pour améliorer les conditions de conduite de nos conducteurs, pour réduire la sinistralité. Suivra la rénovation de la caserne de Kawini et celle de Aqua, et la construction d'un centre technique, ce qu'on appelle un plateau technique, avec l'atelier mécanique, les réserves, etc. de sécurité civile, à côté de Kinga. Et il faut saluer le courage des élus du conseil d'administration qui ont, depuis mon arrivée, suivi l'ensemble de la logique financière, puisque c'est quand même presque 40 millions d'euros qui sont investis dans la construction des casernes. Mais au-delà de ça, c'est aussi du matériel. Le feu de Enzo nous a fait réfléchir sur la capacité des pompiers à intervenir sur des sites industriels. Nous avons pris acte au mois de septembre 2021 de faire l'acquisition de 2 engins spécifiques, un FMOGP, un fourgon mousse grande puissance, qui est un engin, si vous voulez, pour vous donner l'équivalence, c'est un engin comme à l'aéroport, mais qui est prévu pour des sites industriels. C'est une grande puissance. Vous donnez juste un exemple, il est capable de cracher à son canon 10 mètres cubes minute. Voilà. Donc à côté de ça, il faut mettre des pompes grande puissance parce que le réseau d'eau ne serait pas suffisant, donc on va pomper l'eau de mer, etc. À côté de ça, on fait l'acquisition d'un tri-extincteur. Donc c'est un véhicule qui est capable d'avoir des moyens d'extinction au CO2, à la poudre et à la mousse, de telle façon à pouvoir venir sur des sites industriels faire le nécessaire et les nouvelles technologies qui s'installent à Mayotte pour pouvoir intervenir. Donc à côté de ça, d'autres matériels arriveront, mais je vous en ferai la découverte d'ici quelques temps. Beaucoup de projets et de choses déjà acquises pour cette année 2023. Merci 1000 fois Olivier Ness d'être venu sur ce plateau. Transmettez toutes nos salutations et respect à vos hommes et les femmes qui sont aussi dans vos casernes. On a... Juste une petite remarque, oui, caporal. Oui, caporal, c'est vrai. Puisque vous avez été nommé à l'époque caporal d'honneur. Il va falloir revenir mettre les bottes. Oui, et bien on le fera, c'est promis. En tout cas, merci Olivier d'être venu sur ce plateau. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.